et merci Roméo pour cette jolie introduction. Alors on va reprendre le cours où là à peu près on l'avait laissé, mais avant de reprendre ce cours d'hydrostatique, on va essayer de faire quelques rappels des choses que l'on avait introduites et dont on va avoir besoin par la suite. Alors la première chose, la définition de la pression en termes de force. Je vous rappelle que si on prenait une paroi placée ici avec un liquide avec une certaine pression P de ce côté-là, vous aviez un lien qui reliait la force exercée par le fluide sur le liquide au vecteur surface qui est perpendiculaire à la paroi, et ce lien c'était justement que la force élémentaire sur une surface ds était donnée par la pression que multiplie le vecteur ds. Donc ce qui était important de retenir là-dedans, c'est que la pression, c'est une grandeur qui est une grandeur scalaire, c'est-à-dire ça n'est pas vectoriel. Donc si vous changez l'orientation de la surface, la force va changer d'orientation. Ça ne dépend pas du sens dans lequel vous prenez les choses, la pression, mais ça va s'adapter à la surface que vous avez. Et puis c'était relié au fait que, vous vous souvenez, vos petites particules de gaz pouvaient rebondir sur la paroi, et c'est ça qui donnait cette force de pression qui intervenait. Et puis plus la surface est importante, plus vous aurez particules de gaz qui vont taper tout le temps avec la même force, et donc la force totale va être plus importante. C'est pour ça que vous avez une dépendance directement avec la surface. Donc ça, c'est la définition de la pression, première chose. Et puis on avait vu que la loi fondamentale de l'hydrostatique, qu'on met de temps en temps LFH pour loi fondamentale de l'hydrostatique ou LFS pour loi fondamentale de la statique. Et cette loi fondamentale de l'hydrostatique disait que la pression variait en fonction de Z avec une loi qui s'écrit dP sur dZ égale moins ρg avec Z vers le haut. C'est-à-dire que là, on ne vous donnait pas le choix. Le moins qui est ici découle directement du fait que Z aille vers le haut. On en avait déduit deux points importants. Si on prenait un modèle d'atmosphère isotherme avec l'atmosphère considérée comme un gaz parfait, mais ça c'est une hypothèse qui est tellement bien vérifiée que du coup c'est quasiment pas une hypothèse, c'est une certitude. Donc si on prenait le modèle d'atmosphère isotherme, avec cette expression-là, on avait démontré que P en fonction de Z, c'était P en Z égale 0, exponentielle moins Z sur un certain H0, avec H0 de l'ordre de grandeur de 8 km, quand on n'oublie pas de mettre la masse molaire de l'air en kg par mol et non en grammes par mol, comme c'est l'usage en chimie. Donc ça, c'était le modèle de l'atmosphère isotherme. Et puis, quand vous aviez un fluide incompressible, pour un fluide incompressible, vous pouviez avoir P de Z plus ρ gz qui était égal à une constante. Donc en fait, P de Z, c'est P0 moins ρ gz avec Z vers le haut. Et donc si vous allez vers le bas, avec Z qui vaut moins H par exemple, vous aurez P0 plus ρ gh avec H la profondeur, et vous avez la pression qui augmente à mesure que vous descendez et qui augmente dans la même proportion systématiquement, puisque le fluide incompressible, l'hypothèse principale, c'était le fait que ρ était constante, et donc on avait une expression de la pression qui baissait à mesure qu'on s'élève dans un fluide, ou au contraire augmente à mesure qu'on descend dans le fluide. Donc ça, c'était la définition principale de la pression, la loi fondamentale de l'hydrostatique, et puis on avait donné quelques exemples, un manomètre à liquide, un baromètre à mercure. Et maintenant, je vais rajouter encore deux petits exemples. Hein. On était dans le grand 1, dans le grand 2, et autant que je me souvienne, ça devait être le petit 3. Donc grand 2, petit 3, et là maintenant on arrive au petit d, parce que le A c'était la formule générale, le B le manomètre à liquide, le C le baromètre à mercure, et maintenant on va traiter le cas du siphon. Alors le siphon, toute personne qui possède un aquarium sait que de temps en temps vous devez changer l'eau, ou au moins une partie de l'eau,
Et c'est pour le moins pénible de prendre votre aquarium et de le transporter à côté d'un évier, de vider l'aquarium dans l'évier et puis ensuite de le re-remplir et le retransporter. Parce que les aquariums peuvent être assez imposants. Dans ma cuisine, j'en ai un qui fait 250 litres, ce qui représente 250 kg d'eau à déplacer, hein, indépendamment de la masse de verre qu'il y a en plus sur l'aquarium. Et donc, autant vous dire que je ne m'amuse pas à déplacer mon aquarium à chaque fois qu'il y a besoin de le vider. Et donc, on utilise un principe de physique qui est relativement simple. Vous prenez, donc vous avez votre aquarium qui est rempli d'eau à cet endroit-là. Vous y plongez un tube. Voilà. Et dans ce tube, au préalable, vous l'avez rempli d'eau. Alors le plus simple, c'est vous prenez le tube, vous le plongez dans l'eau, vous fermez les deux extrémités, ou du moins celle qui va sortir, et ensuite vous vous retrouvez effectivement avec un tube qui a du liquide qui est rempli comme ça, et puis comme vous êtes en train de boucher une extrémité, vous pouvez avoir du liquide jusque-là sans aucun souci. La question c'est pourquoi est-ce que quand je vais retirer la main, donc quand je vais ouvrir ce petit robinet ici, l'eau qui est à l'intérieur de cet endroit-là va automatiquement s'écouler. Alors moi, je vais m'intéresser qu'au démarrage du mouvement, puisque je suis obligé de faire de la statique. Donc la statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Donc à partir du moment où il y a du mouvement, ça ne me concerne plus. Ça concernera l'hydrodynamique l'an prochain. Mais en tout cas, je vais vous prouver qu'il y a amorçage du mouvement, et une fois que le mouvement est amorcé, si vous n'avez pas d'air qui vient couper la colonne d'eau, eh bien en fait ça continue et on peut montrer que votre système continue à se déverser et vous pouvez entièrement vider votre aquarium, alors généralement dans un seau à côté pour pouvoir ensuite déplacer le seau et le mettre à l'évier ou le prendre dehors pour arroser les plantes. Et donc de cette manière-là, vous pouvez vider votre aquarium sans problème par siphonnage. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Prenons un point A ici et je prends un point B à cet endroit. Bon, comment est-ce que je peux faire le lien entre la pression en A et la pression en B? Alors pour la pression en B, je vais prendre deux pressions. Vous avez la pression en B+, celle qui est à l'intérieur de l'eau, juste au-dessus de votre robinet, et vous avez la pression en B-, celle qui est au contact de l'air, de l'autre côté du robinet, juste en dessous. Alors celle-ci, elle est facile puisque vous êtes au contact de l'air, c'est donc la pression de l'air et on avait justifié que dans une pièce normale, la pression de l'air est relativement homogène. Hein. Vous voyez que comme ce H0 il vaut 8 km, si vous déplacez sur quelques mètres, ça ne va pas changer et donc on a la même pression P0 partout ailleurs. D'ailleurs, la pression dans l'eau en A, c'est aussi égal à P0. Pour quelle raison? Tout simplement, vous avez une interface. Si la pression était plus forte, il faudrait que l'eau remonte dans l'air parce que la force exercée sur l'interface est plus importante et donc l'interface va monter. Si au contraire elle est plus faible, ça descend. Donc le fait d'avoir une interface, ça vous certifie que vous aurez la même pression des deux côtés de cette interface. Quand c'est une interface libre, là on peut toujours dire que j'ai une interface, mais le fait d'avoir un robinet, c'est une interface qui n'est pas libre. Donc là j'ai une interface libre et j'ai donc la même pression en haut, au-dessus et en dessous de l'interface, et en l'occurrence, je sais qu'au point A, dans l'eau, je vais avoir la pression P0. Alors pour avoir la pression en B, il faut que je connaisse cette hauteur-là. Je vais prendre H, la différence de hauteur vers le bas. Donc elle est positive à mesure que je me mets plus bas, et puis le but du siphon, c'est pour que ça marche, il faut effectivement que votre point B soit en dessous de la surface de l'eau du récipient que vous voulez vider. Et la pression en B, j'utilise cette expression-là. J'aurai PB plus ρGZB qui est égal à PA plus ρGZA. J'ai P plus ρGZ qui est égal à une constante. PB, c'est ce que je cherche, c'est mon PB+. ZB, alors c'est Z vers le haut. Donc après, ça dépend où est-ce que je veux mettre mon A, mon 0. Alors, supposons que je mette le 0 ici.
Z, il se place vers le haut, comme ça. Donc, si j'ai mis le 0 au niveau de B, ça vaut 0. Et comme j'ai mis le 0 au niveau de B, cette hauteur-là, celle-ci, elle vaut H. Vous voyez que H, il est positif comme ça quand je suis orienté vers le bas. Mais ça veut dire que A, il est H plus haut que B. Et donc, ce truc-là, c'est ce que j'ai noté, la hauteur H, la différence de hauteur entre le point A et le point B directement. Et là, je remplace, donc je me retrouve avec P0 plus ρ GH, où le ρ, bien sûr, c'est le ρ de l'eau que l'on a à disposition et qui est le fluide que j'ai dans ma colonne ici, dans mon tube. Bon, et ça, c'est strictement supérieur à P0, qui est égal à PB-. Étant donné que j'ai une différence de pression, à partir du moment où je vais ouvrir le robinet, le mouvement va se faire de la zone de haute pression vers la zone de basse pression, tout simplement parce que la force est plus importante de ce côté-là. Donc la force exercée par cette partie-là vers le bas est plus importante que la force exercée par l'air vers le haut. Et donc, à l'ouverture du robinet, vous avez un écoulement vers le bas. Il y a écoulement vers le bas. Et là, moi, je m'arrête là, mais on peut montrer que effectivement, une fois que l'écoulement est démarré, ça va s'auto-entretenir tant que vous n'avez pas cassé la colonne d'eau, c'est-à-dire tant qu'il y a de l'eau partout là-dedans. D'ailleurs, pour ceux qui ont un aquarium, vous avez aussi un système avec une pompe qui généralement renvoie de l'eau à cet endroit-là et fait monter un tout petit peu plus haut. Et si par malheur, lors de la recharge de la pompe, lors du nettoyage des filtres, vous avez une bulle d'air qui se met à cet endroit-là, eh ben, votre pompe, elle va rester bloquée la plupart du temps. Elle n'arrive pas elle n'est pas suffisamment puissante pour réussir à le faire passer de l'autre côté. Et donc là, il faut faire marcher votre tête et vous dire que pour que ça marche, si ça marchait avant, c'était parce que la colonne d'eau était non rompue. Et pour enlever la petite bulle d'air, le plus simple, c'est de prendre un petit tuyau et puis d'aspirer l'air qui se trouve à cet endroit-là. Attention de ne pas aspirer d'eau. Mais une fois que vous avez aspiré toutes les bulles d'air et rétabli la colonne d'eau, la pompe qui pousse ici va continuer et va réussir à réamorcer le cycle. Et ça redémarre sans aucun souci. Donc ça, c'est le principe du siphon qu'il faut essayer de bien comprendre. Et on va terminer en prouvant qu'il n'existe pas de surface de séparation entre deux fluides qui soit de travers. Donc on va prouver que la surface de séparation entre deux fluides, cette surface de séparation va forcément être horizontale. Et donc, en exemple, je vais prendre un récipient, je vais y mettre deux fluides, et je vais mettre une surface de séparation entre les deux fluides de travers, comme ça. Et je vais prendre 4 points, un point 1, un point 2, un point 3 et un point 4. Donc on va s'arranger pour que Z1 soit égal à Z4. Donc ça c'est le point 1, ça c'est le point 4. Et là j'ai le point 2 et le point 3. Si on regarde ici, vous avez Z2 qui est égal à Z3. Et ici, vous avez Z1 qui est égal à Z4. Et sachant cela, ce que je veux prouver, c'est qu'en fait Z1 est égal à Z3, c'est-à-dire que si je prends 2 points sur la surface, forcément je vais avoir que les 2 points sont à la même altitude. Alors prenez 2 minutes, réfléchissez voir sur comment utiliser les choses que j'ai rappelées ici pour que ça fonctionne. Alors bien sûr, on va supposer qu'il y a 2 fluides incompressibles. Mais bon, après, parce que ça sera beaucoup plus simple à mettre en équation facilement là-dedans. Donc, vous vous doutez que du coup, on va essayer d'utiliser cette chose-là.
Et donc on va supposer qu'il y a une masse volumique ρ ici, une masse volumique ρ' là, pour le fluide. À partir de là, trouvez-moi, démontrez-moi que forcément Z1 est égal à Z3. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, au niveau de la correction, on va faire le lien entre les différentes pressions. Donc déjà, on peut dire que P1 dans le fluide normal, là, le fluide du bas, c'est égal à P4. Forcément, parce que vous êtes dans le même fluide et vous êtes à la même hauteur. Donc il y a égalité. Et P3 et P4 sont reliés par P3 plus ρGZ3 qui doit être égal à P4 plus ρGZ4. Donc c'est égal à P1 plus ρGZ1. Donc ça me permet déjà d'avoir un lien qui dit que la pression en 3, c'est la pression en 1, plus, donc dans le fluide de masse volumique ρ, ρg Z1 moins Z3. Comme Z3 sur mon dessin est plus grand, cette grandeur-là est négative, la pression est légèrement plus faible. Au point 3, quand je me place dans le fluide de masse volumique ρ. Si maintenant je me place dans le fluide de masse volumique ρ' et que j'essaye de faire le même raisonnement, je vais regarder ici, on va avoir encore un petit peu de place. Donc dans ρ', je dois avoir que P3 c'est égal à P2 puisque je suis dans le même fluide à la même altitude. Et que du coup, mon P2, alors si je regarde en P1, P1 plus ρ' GZ1, il doit être égal à P2 plus ρ' GZ2. Et P2 c'est P3 et Z2 on a dit que c'était Z3 ρ' GZ3. Et donc à partir de cette équation-là, j'en déduis que P3 doit être égal aussi à P1 plus ρ' GZ, et je fais passer de l'autre côté, c'est Z1 moins Z3. Vous voyez que j'ai une relation entre P3 et P1, j'ai une deuxième relation entre P3 et P1, les deux se ressemblent fortement. On en déduit que forcément ρ' G Z1 moins Z3 doit être égal à ρ G Z1 moins Z3, puisque la pression dans le fluide ρ' doit être égale sur l'interface à la pression dans le fluide ρ, pour qu'il y ait équilibre et pour qu'il y ait effectivement une interface qui puisse être stable. Et là, pour que cette égalité soit valable, trois possibilités. Premièrement, vous êtes dans l'espace intersidéral, il n'y a pas de gravité, G égale 0. La pression est la même partout, le fluide peut avoir la tête qui vole, et c'est pour ça que vous avez la bulle de whisky du capitaine Haddock qui se balade quand il est en train d'étudier l'astronomie à l'intérieur de la fusée dans Objectif Fluide. Bon, c'est un cas assez peu probable à la surface de la Terre. Ensuite, deuxième cas, pour qu'il puisse y avoir égalité, quel que soit le point et le Z1 et le Z3 que j'ai pris, il va me falloir que ρ', soit ρ' est égal à ρ, quel cas en fait ça veut dire que vous êtes dans un seul fluide, et donc il n'y a pas d'interface, plutôt tout point est une interface du fluide avec lui-même, donc ça n'a pas tellement d'intérêt, soit vous avez 0 égale 0, c'est-à-dire Z1 doit être égal à Z3, parce que si ρ' est différent de ρ, vous avez que ρ' sur ρ fois Z1 moins Z3, qui doit être égal à Z1 moins Z3. La seule manière que cette égalité soit vraie avec ρ' différent de ρ, c'est que Z1 soit égal à Z3. Et donc, on a prouvé que l'interface, si équilibre il y a, si je me place dans le cadre de l'hydrostatique, l'interface est forcément horizontale. Vous ne pourrez pas faire de jolis cocktails avec des interfaces de couleurs différentes et puis qu'il y ait des formes spéciales. La seule manière d'avoir des formes dans vos interfaces, c'est d'avoir des couches et avec les différentes couches qui se mettent les unes sur les autres.
Bon, allez, maintenant qu'on a vu ça, on va attaquer vraiment la troisième partie dans laquelle on va essayer d'utiliser cette expression-là pour calculer des résultantes de force de pression. Donc là aussi, dans toute cette partie, on va commencer par des exemples. Et tous ces exemples, le but va être que vous les fassiez et que vous puissiez réfléchir à ce qu'on obtient et faire les calculs vous-même. Parce que si vous ne faites pas les calculs vous-même, ça ne viendra jamais. Donc, ce sera bientôt à vous de jouer pour tous ces calculs. Alors, quelques exemples. Le but va toujours être le même, calculer la force totale que quelque chose exerce sur autre chose. Un fluide, en règle générale, exerce sur une surface ou sur la paroi du récipient dans lequel il se trouve et on veut essayer de calculer ça. Et l'idée sous-jacente va toujours être de découper, parce que ce que vous savez, c'est que si on prend une surface suffisamment petite sur laquelle la pression est uniforme, alors F c'est P fois la surface. Directement, il faut mettre dans le bon sens, toujours du fluide vers la paroi, ça pousse vers la paroi, le fluide, toujours, parce que la pression est toujours positive, et donc vous avez cette expression-là. Donc il va falloir découper en des trucs suffisamment petits pour lesquels vous puissiez supposer que la pression est constante. C'est le même principe qu'en induction, quand on faisait des découpages pour calculer les flux, en se disant, je me place sur une zone, sur une surface pour laquelle le champ magnétique reste constant. Donc, là, on va essayer de prendre d'abord des exemples simples et puis ensuite on va compliquer un peu les exemples pour simplement voir un petit peu les calculs qui peuvent en découler. Bon, alors premier exemple qu'on va faire, on va prendre un barrage rectangulaire, plan, rectangulaire, plan. Comme ça, vu de face, votre barrage, il a une tête comme ça. Voilà. Derrière, vous avez l'eau. Là, vous avez les montagnes sur les côtés. Là, il y a le sol. Et donc, le barrage, il est soutenu, il empêche tout un lac artificiel derrière de s'écouler. Et si on fait une vue de profil, donc une vue de profil de votre barrage, vous avez votre barrage qui a une certaine épaisseur, comme ça. Là, vous avez le sol. Là, vous avez de l'air. Et puis, derrière, vous avez de l'eau sur une hauteur grand H. Voilà. Et donc, votre barrage, alors, on va supposer qu'il a juste la bonne taille pour garder l'eau. Il est à la limite, l'eau est tangente là-haut. Et puis, il a une largeur grand L. Ça. Donc c'est un rectangle H fois L. Question, quelle est la résultante totale de toutes les forces de pression qui s'exercent sur ce barrage? Alors attention, déjà, quelles sont toutes les forces de pression? Il y a bien sûr la force de pression que l'eau exerce parce qu'elle essaye de s'échapper et donc elle voudrait essayer de renverser le barrage. Bon. Mais il y a aussi de l'autre côté l'air. Et l'air, c'est quand même pas négligeable, ça vous donne une force de pression qui est équivalent en force rapportée à une masse à 1 kg par centimètre carré. Donc ça pousse quand même fortement de l'autre côté. Bien sûr, vous savez que si vous avez 10 mètres d'eau à gauche, ça va sans problème pousser sur votre barrage. Il va falloir réussir à mettre un ouvrage qui est suffisamment lourd pour que les frottements au niveau du sol ici puissent faire que ça tienne. Et puis aussi se débrouiller pour que ça ne bascule pas. Donc sur les bords aussi, il va bien falloir le tenir. Bref, avec tout ça, on peut s'y retrouver. Donc je vous laisse réfléchir 5 minutes. Et essayer de trouver l'expression. Je vous donne une indication. Il va falloir montrer que la force totale va, en mettant
un EX dans ce sens-là, cette force totale va s'écrire le rho de l'eau G H carré L sur 2 selon X. Première chose, est-ce que c'est homogène? Alors, ρ fois h carré L, c'est un volume, ρ fois h carré L, c'est donc une masse. J'ai une masse fois une accélération, fois l'accélération de la pesanteur, enfin j'ai un mg, et puis un mg, on sait bien que c'est une force. Donc, c'est a priori homogène, donc essayez une fois de démontrer ce résultat et de calculer la résultante de l'air, la résultante de l'eau, et puis la somme des deux qui devrait faire cette force totale. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, essayons déjà de calculer la force, la résultante de la force que l'air exerce sur le barrage. De ce côté-là, vous avez une pression de l'air qui vaut P0. Alors, on va prendre un barrage, une centaine de mètres. Sur une centaine de mètres, il n'y a pas une variation énorme de pression. On va prendre un barrage de 10 mètres, comme ça on est tranquille. On est sûr qu'il n'y a pas de variation, une énorme variation de pression. Donc, la pression est uniforme. Il n'y a pas de souci. Donc je me retrouve avec une pression P0 qui va être la même partout dans l'air. Je veux avoir la résultante de la force que l'air exerce sur le barrage. Donc ça va être la somme sur tout le barrage des petites forces que l'air exerce sur chacun des petits éléments de surface ds. Comme ça. Et ça, alors je vais mettre une intégrale double. Pourquoi est-ce que je mets une intégrale double? Parce que tout simplement, je vais devoir faire mon intégrale sur une surface, et puis il y aura deux dimensions dans la surface, donc c'est l'intégrale sur tout le barrage des df. Les df, ils s'écrivent P fois ds, c'est-à-dire que si je prends chaque petit élément de surface qui est ici, je me retrouve avec P qui vaut P0 fois le vecteur ds sur tout le barrage. Sachant que c'est le ds de l'air. C'est important parce que ce ds va toujours du fluide vers la paroi et en l'occurrence, ils vont ici vers la gauche. Donc vous avez que la force exercée par l'air doit aller, et toutes les petites forces aussi doivent aller vers la gauche. Elles sont donc orientées selon moins EX. Alors, première chose, déjà, le P0, il est constant sur toute la surface du barrage. Supposez que le barrage n'était pas trop grand pour simplifier. Et donc, je me retrouve avec du P0, la somme sur tout le barrage des ds qui sont selon moins EX. Bon, et si maintenant je prends la somme de tous les petits carrés, de tous les petits éléments de surface qui sont un petit peu partout sur votre barrage, ben la somme de tous ces petits carrés, ça me donne le rectangle total, c'est-à-dire le barrage total. Et donc, je me retrouve avec du P0 multiplié par la surface du barrage, c'est-à-dire HL, selon moins EX. Donc, multiplié par moins EX à ce niveau-là. Donc, j'ai la force totale qui est exercée par l'air. Alors, maintenant que vous avez vu comment est-ce qu'on calcule ce qui se passe avec l'air, essayez de raisonner de la même manière au niveau de l'eau. Et en particulier, de vous dire où est-ce que la pression pourra être considérée comme étant uniforme, comme étant la même partout sur un petit élément de surface. Je vous donne une indication. Alors, arrêtez-vous si jamais vous voulez chercher d'abord, mais l'indication, c'est l'élément de surface. Si vous prenez une petite bandelette horizontale, étant donné que la pression ne dépend que de Z, parce que ça va être quelque chose moins ρgz, sur une bande à Z égale constante, vous aurez une pression qui est bien uniforme et vous pourrez calculer la force en disant c'est la pression fois cette petite surface. Donc, réfléchissez un peu si vous n'avez pas trouvé. Vous avez trouvé? Du coup, on continue. Du coup, la force qui est exercée par l'eau, elle, c'est donc la somme de toutes les forces élémentaires exercées par l'eau sur l'ensemble du barrage. Et pour avoir ça, il va falloir que je m'interroge sur le sens. Alors déjà, le sens,
c'est forcément vers la droite, puisque le fluide il est à gauche, donc il pousse la paroi vers la droite. C'est toujours du fluide vers la paroi, ça c'est important. Et ensuite, pour avoir ce df, ça va être la somme sur le barrage du P de Z fois le ds, et le ds il est selon plus Ex, puisque j'ai quand mon fluide est à gauche, donc le vecteur surface est orienté forcément vers la droite. Alors, la question c'est que vaut le P de Z? Que vaut le P de Z? Ce que je sais, c'est que P de Z plus ρ gz dans mon fluide, c'est égal à une constante. Et en l'occurrence, il y a un endroit où je connais la pression de l'eau, c'est à la surface. Alors maintenant, c'est-à-dire comment est-ce que je choisis mon axe? Je vais te dire par exemple que là c'est mon origine, là je vais prendre l'axe des Z, donc à la surface, je suis en Z égale H. Et à la surface, du coup, j'ai la pression P de H qui vaut P0, et j'ai ρ gz, et donc ça me fait ρ g h. Alors, une petite remarque, ce h là n'a rien à voir avec le h0 de l'atmosphère isotherme, c'est juste h pour hauteur, parce que ça commence par un h et puis on utilise cette lettre là. Bon, ce qui veut dire que mon P de Z dans l'eau va s'écrire P0 plus ρ g h moins z. Alors quand moi j'ai ça, j'aime bien revérifier que c'est cohérent. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand z est égal à h? Je suis censé retrouver P0. Et effectivement, h moins h, ça me fait 0, et j'ai P de Z qui vaut P0. Ça, c'est bon. Deuxième chose, vous attendez que la pression, elle augmente ou elle diminue quand je descends? Elle doit augmenter. Vous avez de plus en plus d'eau sur les épaules qui appuie sur vous, vraiment, littéralement, et donc la pression augmente. Au fond, vous devez avoir la zone où la pression est la plus grande. Et quand vous êtes en Z égale 0, j'ai du P0 plus ρ g h. Donc je ne me suis pas trompé de signe, j'ai bien une augmentation de pression quand je suis à une profondeur grand H par rapport à la surface. C'est indépendant de la manière dont j'ai choisi mon orientation pour les Z. Il faut juste que je regarde quand est-ce que je suis à la surface, quand je suis au fond, et quelles sont les pressions correspondantes et comment est-ce qu'elles s'expriment. Bon, alors je me retrouve donc avec ce P de Z qui va être P0 plus ρ g h moins z multiplié par le ds. Alors le ds, il va valoir quoi? Quand je suis comme ça, donc là j'ai l'axe des x, j'ai mis z vers le haut, x, y, z, donc pour avoir quelque chose de direct, il faut que je mette y dans ce sens-là, ça tombe bien, parce que du coup, je vais par exemple, on va se placer au milieu, je vais avoir z qui monte comme ça, et là je vais avoir y qui va vers la droite, et comme ça vous avez x qui vient vers vous, ce qui correspond bien à mon dessin qui est indiqué ici. Du coup, mon ds, c'est quoi? C'est ce petit rectangle-là. Et le petit rectangle, je suis en coordonnées cartésiennes. Ici, cette petite largeur, c'est des y. Et cette petite hauteur, c'est des z. Donc, mon ds, c'est dy fois dz. Et puis, mon vecteur ex, c'est celui qui me permettait de savoir dans quel sens se situait la force. L'intégrale, il faut que y aille de moins L sur 2 à plus L sur 2. Et mon Z, il va de 0 à H. C'est pour ça que j'ai mis une double intégrale. C'est pour bien garder en tête que vous devez intégrer sur deux directions pour avoir le bon comportement dans votre surface. Une surface, c'est une surface de dimension 2. Enfin, c'est un espace vectoriel de dimension 2 et sur lequel on va pouvoir travailler. Ici, c'est bien un espace vectoriel parce que c'est une surface plane. Donc, là-dedans, si je regarde dans mon intégrale sur y, mon dz, il ne dépend pas de y. Donc, je vais pouvoir le sortir de cette première intégrale. Mon p, il ne dépend pas de y non plus. Donc, je vais pouvoir le mettre, hop, entre les deux comme ça. Et je me retrouve avec l'intégrale de z égale 0 à h
je vais garder l'expression P de Z dz, multiplié par l'intégrale de moins L sur 2 à L sur 2 dy. Et ça, puis il y a le EX qui est toujours en facteur, et ça, c'est simplement la longueur L, c'est cette valeur-là, moins celle-ci, donc L sur 2 moins L sur 2 qui me fait L. Et je me retrouve avec l'intégrale de 0 à grand H de P de Z fois L dz EX. Alors c'est là où ma petite indication de tout à l'heure aurait pu nous permettre d'écrire en fait directement ça. Ça c'est quoi? Le L dz, c'est la surface de ce petit truc là, de ce bandeau, de cette bandelette correspondante, parce qu'elle est de longueur L et d'épaisseur dz. Et partout sur cette bandelette, la pression est uniforme et vaut P de Z. Et donc j'ai bien l'expression P fois ds, avec le vecteur ds qui va être comme ça, sur toutes les zones où la pression est uniforme. Donc en fait, on aurait pu s'économiser ce petit calcul-là. C'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on manipule les intégrales multiples, parce que vous ne verrez ça en maths pas avant l'an prochain. Mais on peut s'économiser cette partie-là en reconnaissant tout de suite que sur cette bandelette, on va avoir une pression qui va être gentiment uniforme. Bon, alors maintenant, il ne me reste plus qu'à faire effectivement le calcul. Donc, la force exercée par l'eau, alors je vais faire produit scalaire avec EX, comme ça je ne m'embête plus avec ce truc-là, EX scalaire EX, ça fait 1. C'est l'intégrale de 0 à H de P0 plus ρ G H moins Z dz. Et il y a le L qui est en facteur devant. Voilà, une fois que j'ai ça, j'ai l'essentiel. C'est l'intégrale d'une somme, donc c'est la somme des intégrales. Le P0, il est constant, donc c'est simplement multiplié par H. Donc j'ai un premier terme qui est en P0HL. Et j'ai un deuxième terme, du coup, où j'ai un ρGL, facteur de H-Z qui est intégré de 0 à H. Et la primitive, c'est H-Z au carré sur 2, avec un moins devant à cause de ce moins-là, normalement, si je ne fais pas d'erreur, on va voir. Et quand je regarde la valeur en H, ça me donne 0, cool. Moins la valeur en 0, donc finalement plus ce truc-là, H moins 0, ça fait H, donc plus H carré sur 2, il me reste du P0 HL plus ρ GL H carré sur 2. Tiens, ça ressemble de beaucoup au terme qu'on avait, qui nous avait été annoncé, qu'on devait essayer de retrouver. Alors, rappel, on avait la force de l'air, c'est du moins P0HL EX. La force que l'eau exerce, c'est du plus P0HL EX plus ρGL H carré sur 2 EX. La somme des deux, la force totale, ça va être la force de l'air plus la force de l'eau. Et ces deux termes-là vont se simplifier. Il me reste du plus ρGL H carré sur 2 selon EX. Voilà, petit calcul qui vous permet d'obtenir l'expression de la pression. Alors vous voyez pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant la thermodynamique, puisque l'essentiel là c'était introduire dans T0, c'était introduire la notion de pression qui est apparue partout par la suite en thermodynamique. Mais là c'est beaucoup plus simplement calculatoire. Il va falloir savoir manier les surfaces élémentaires et calculer comme ça des sommes de vecteurs, un petit peu comme ce que vous avez fait avec les histoires de flux de champs magnétiques. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'entraîner pour y arriver. Bon, allez, on va faire un deuxième exemple, histoire de continuer. On va prendre un barrage parabolique. Bah oui, parce que quand vous avez un barrage,
c'est rare d'avoir un truc qui a vraiment cette forme-là. En règle générale, vous avez une vallée, cette vallée est encaissée, et donc votre barrage ne va pas descendre jusqu'en bas, et va pas avoir une tête gentiment rectangulaire. En règle générale, il y en a moins vers le bas, et donc ça tombe bien, puisque c'est la zone pour laquelle les pressions sont les plus fortes, et sur lesquelles, du coup, quand on va sommer, on va avoir une force importante par unité de surface. S'il y a moins de surface, il y aura moins de force, et ça va nous arranger. Donc on va faire un petit modèle de barrage, où cette fois-ci, on va supposer que le barrage est de forme parabolique. C'est-à-dire qu'il a une forme de cuvette, comme ça, vue de face. On va refaire une vue de face et une vue de profil. Donc en vue de face, le barrage, il est comme ça. Là, vous avez les jolies montagnes sur le côté, le sol qui va être ici. Et puis on va dire que ça, c'est le profil d'une parabole. Donc on va placer l'origine ici. On a toujours notre Z qui est par là. On a notre Y qui est comme ça. Et puis on va dire que là, on a une certaine longueur, L, qui dépend de la position Y, ou plutôt c'est en fonction de cette hauteur-là, le Z qui est ici va dépendre de la valeur de Y. Et puis on a que Z, il est proportionnel en fait à Y carré. Il vaut 0 quand Y est égal à 0. Et quand on arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire en L sur 2, puisque je garde toujours, je vais dire, mon barrage, il est de même tête que mon barrage de départ, avec une largeur totale grand L, et donc ici une demi-largeur, du coup L sur 2, je me retrouve à la hauteur H, comme ça. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de déterminer ce alpha. On veut que H soit égal à alpha multiplié par L sur 2 au carré. C'est la valeur de Y. Quand je suis en H, là c'est L sur 2, et donc je dois vérifier ça. Et le alpha, du coup, vous pouvez trouver son expression. Ça me donne du 4H sur L carré, qui est égal à votre alpha. Et donc, votre Z, vous pouvez l'écrire H multiplié par Y divisé par L sur 2 au carré. C'est relativement naturel de l'écrire comme ça. On voit bien que quand Y est égal à L sur 2, j'ai 1 fois la hauteur auquel je dois être, c'est-à-dire H. Et quand Y est positif, ça marche. Quand Y est négatif, ça marche. Tout va bien. J'ai la bonne dépendance de Y, de Z en fonction de Y. Bon, ça, c'est un modèle. C'est un dessin, c'est vous. L'architecte, il a choisi de faire un truc parabolique, donc on va voir. Nous, on est juste ingénieur, lui, il a fait ça pour que ce soit joli. Nous, on va essayer de calculer quelles sont les contraintes, et puis du coup, si ça va tenir ou pas, et qu'est-ce qu'on va devoir mettre à l'intérieur de notre bagage, de notre système pour que ça marche. Je ne vais pas m'intéresser au calcul, forcément, mais je veux juste trouver l'intégrale qu'il va falloir réussir à calculer pour obtenir le résultat. Et c'est la méthode qui va m'intéresser. Bon, alors, si je regarde au niveau de la force exercée par l'air, j'ai un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que je me retrouve avec l'intégrale de la pression de l'air fois l'élément de surface. Et l'élément de surface, c'est ds selon moins EX, parce que pour la même raison, vous avez exactement en fait le même dessin de profil, hein, sauf que comme on ne voit pas la montagne, on ne sait pas où est-ce que ça coupe, mais l'idée sur l'orientation va rester exactement la même. Donc, je me retrouve avec du ds selon moins UX. Le P0, il est constant, je me retrouve, je peux le mettre en facteur. Donc, c'est P0 fois la somme sur tout le barrage des éléments de surface, selon moins UX. Et donc, c'est égal à moins P0, la surface du barrage, fois UX.
si tant est que vous sachiez calculer la surface qui est prise comme ça par cette parabole. Alors, il y a moyen, relativement simplement, parce que vous savez calculer la surface qui est là en dessous, donc vous faites une soustraction pour obtenir la surface au-dessus. Il y a moyen de se débrouiller. Bon, passons, on pourrait l'écrire correctement, de toute façon on va l'écrire pour le deuxième et on verra que ça apparaîtra naturellement, cette intégrale-là va apparaître naturellement, donc on n'a pas besoin de s'embêter, elle va disparaître, hein, de nouveau la contribution de l'air, exactement comme ici, va disparaître avec le terme correspondant dans l'eau. Alors, si je m'intéresse cette fois-ci à la force que l'eau exerce. Je vais partir ici pour avoir un petit peu plus de place, parce qu'il va falloir prendre un tout petit peu plus de calcul. Donc cette force de l'eau, c'est l'intégrale sur tout le barrage de P de Z fois ds selon EX. Puisque de nouveau, pour l'eau, cette fois-ci c'est selon plus EX, et je me retrouve avec ce ds. La question, c'est comment est-ce qu'on va découper notre système? Ah ben là, je vais tout de suite, parce que c'est déjà suffisamment compliqué, je vais tout de suite me dire, je vais le découper comme ça. Là. Alors vous voyez que mon dessin n'est pas super symétrique, parce que cette longueur-là, elle vaut 2y. 2y, ben, avec ou deux valeurs absolues de y, si on prend de ce côté-là, donc c'est le 2y, sachant que j'ai un lien entre le z et le y, et vous voyez que y, il s'écrit racine de z sur alpha. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est bien homogène, parce qu'en fait, alpha, c'est en mètres moins 1, c'est des mètres divisés par des mètres carrés, donc tout va bien. Bien sûr, vous êtes posé la question, c'est bien. Donc, vous avez cette expression-là, y qui vaut racine de z sur alpha, et donc, l'élément de surface correspondant, ça va être 2y fois la hauteur qui vaut dz. Donc là, j'intègre sur z, 2z égale 0 à h, de 2y qui dépend de z, fois p de z, fois dz, selon x, qui lui est en facteur. Et donc, je me retrouve à avoir à calculer, donc le x est en facteur, l'intégrale de z égale 0 à h, de P0 plus ρ g h moins z, multiplié par 2 racine de z sur alpha, et donc ça fait du L carré h, non, L carré z sur h, et il y a un 4 qui se balade, il est là. Voilà, et j'ai mon dz, donc ça s'écrit selon Ux, l'intégrale de 0 à h de P0 plus ρ g h moins z. Le 2 il simplifie avec le racine de 4, le L reste là, et j'ai du racine de z sur h dz. Premier réflexe quand vous arrivez là, est-ce que c'est homogène? Alors, est-ce que c'est homogène? Bah oui, là vous avez une pression. Bon, d'accord. Ce machin-là, Roger, vous savez que c'est votre ami du dp sur dz, donc c'est une pression divisée par une distance, on multiplie par une distance, tout va bien, c'est une pression. Ça, si on avait une faute ici, il aurait fallu remonter beaucoup plus loin. Je vais obtenir une force, c'est donc une pression fois une surface. Donc ce truc-là, ça doit être une surface. J'ai déjà une longueur, donc il faut que ça soit une longueur. Là, j'en ai une deuxième, donc il faut que ça soit sans unité. Tout va bien, c'est la racine d'une distance sur une distance, il y a la racine d'un truc sans unité, et donc ça reste sans unité. Vous voyez que là, il faudrait, c'est du z racine de z, c'est pas si compliqué que ça à calculer, il y a une primitive de racine de z à prendre et une primitive de z racine de z, c'est juste un chouïa pénible, et donc on va pas s'amuser à le faire, parce que le but c'est d'écrire l'intégrale, il faudrait calculer ça, et puis après on demande à Python par exemple de le calculer, on demande à son collègue MPSI de le calculer, ça permet de
de travailler, mais pour le physicien, écrire l'intégrale suffit en règle générale à résoudre le problème. Surtout que là, on a pris une surface juste comme ça pour poser les choses, mais sans se poser la question. Et vous voyez qu'en fait, le terme avec le P0 ici va justement me faire intervenir la surface du barrage. La surface du barrage, c'est l'intégrale de 0 à h des L racine de Z sur h des Z. Ok, donc on va déjà faire ça et puis on va faire un autre exercice en essayant de voir qu'est-ce qui va se passer avec un toit de maison. On continue avec un petit exemple dont la généralisation va nous mener vers quelque chose d'important à retenir et qui sera utilisable tel quel dans la plupart des exercices. Alors, on va considérer une maison vide, vide au sens propre, et on voudrait déterminer en fait la force que l'atmosphère exerce sur cette maison si elle était entièrement vide. Vous mettez un gros aspirateur qui enlève tout à l'intérieur de votre maison, elle est parfaitement étanche, et on veut avoir la force verticale sur votre système, donc la composante verticale qui va plaquer le toit de votre maison sur votre maison. Et donc le toit va avoir comme caractéristique que chaque côté va être de longueur petit l, que là vous avez un angle alpha de chaque côté. Et si je regarde, donc ça c'est une vue de face, et si je fais une vue du dessus, vous voyez que votre maison a cette tête-là. Vue du dessus, votre maison est de forme rectangulaire, et puis là c'est le fait du toit. Vous avez une longueur grand L de ce côté-là, et donc en longueur, la longueur L, une fois qu'elle est projetée, vous voyez que cette longueur qui est ici, c'est le côté adjacent, et donc là vous avez du L cos alpha quand vous faites en vue de dessus de la longueur projetée au niveau du sol. Donc ça c'est la trace sur le sol, et on aimerait bien avoir quelles sont les forces qui s'exercent et notamment la résultante de ces forces. Alors c'est relativement facile parce que étant donné que la pression est uniforme, la force sera simplement la pression multipliée par le vecteur surface. Alors par contre vous avez deux surfaces différentes, la surface de gauche ici, la surface de droite, et ces deux surfaces vont avoir deux vecteurs surface qui vont être différents et donc deux forces différentes. Donc on a déjà une première qui va être comme ça, on va avoir une force F1 dans ce sens-là, avec un joli petit angle droit à cet endroit-là, et puis vous avez une force F2 dans l'autre sens, qui va être comme ça, avec un joli petit angle droit dans ce sens-là. Donc si on prend un axe Z par là et Y par ici, le vecteur surface qui correspond, vous avez F1 qui va être P0 fois le vecteur surface S1, F2 qui va être P0 fois le vecteur surface S2, puisque la pression est uniforme pareil partout, et donc quand on fait la somme, on peut sortir la pression de l'intégrale et on obtient la somme des surfaces qui nous donne le vecteur surface. Et donc on va se retrouver avec une somme, le F total, qui s'exerce, qui va être F1 plus F2, ça va être P0 facteur du vecteur surface S1 plus le vecteur surface S2. Alors la question c'est comment s'exprime ce S1 et ce S2 en fonction de nos grandeurs. Alors je vais essayer d'en faire un dessin assez correct comme ça. Donc là vous avez l'angle alpha qui s'exprime. Là, on retrouve l'angle alpha. Et donc, si je regarde S1 en fonction de EY et de EZ, la projection sur Z, on retrouve alpha ici, l'angle entre Z et cet endroit-là. Ça permet de refaire des calculs qu'on avait vus en mécanique. Vous voyez que S1 scalaire Z, vous êtes dans une base orthonormée. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une base orthonormée. Donc, je vais pouvoir déterminer mon système en disant que c'est S1 EZ selon EZ
plus S1EY selon EY. S1EZ, c'est cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux multiplié par la norme de l'un, c'est-à-dire S1 multiplié par la norme de l'autre, c'est-à-dire 1, puisque EZ est de norme 1. Et le cosinus de l'angle qui est entre les deux, vous voyez que l'angle, c'est pi moins alpha. Donc selon EZ. Et l'autre, c'est norme de l'un, c'est-à-dire S1, fois norme de l'autre, c'est-à-dire 1, fois cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux, et vous voyez que l'angle qu'il y a entre les deux, c'est du pi sur 2 moins alpha, et donc ça va nous faire du sinus alpha. Donc je me retrouve avec du moins S1 cos alpha EZ, plus S1 sin alpha EY. J'ai bien une composante qui va être positive pour S1. Pour S2, vous pouvez refaire le même calcul, mais on va trouver quelque chose de très semblable. De même, vous avez que le vecteur S2, il s'écrit moins S2 cos alpha EZ, mais moins aussi S2 sin alpha EY, parce que cette fois-ci, S2, il va vers la gauche, donc il est situé selon moins EY. Donc j'ai S1 ici, j'ai S2 là. Avec la surface S1, bah, c'est simplement la surface du rectangle qui correspond à un côté du toit, donc c'est largeur fois longueur, donc c'est L fois grand L. Et S2, bah, c'est pareil, c'est petit l fois grand L. Donc je me retrouve avec ce S1, ce S2, la somme des deux qui est ma force totale. Et donc je me retrouve avec du P0. Vous voyez que je peux mettre le terme en sinus alpha va automatiquement se simplifier puisque j'ai le S1 et le S2 qui sont égaux. Donc ces deux termes-là sont de signes opposés, donc se simplifient. J'ai un moins qui va être en facteur. J'ai du L cos alpha fois... c'est ça, fois 2. Parce que j'ai deux surfaces. Et selon EZ. Bon. Alors, si on regarde, ça s'écrit moins P0 multiplié par 2LL cos alpha, ou plutôt L fois 2L cos alpha, selon EZ. Et tiens, si on regarde ça, ici j'ai du 2L cos alpha. Et donc cette surface-là, c'est du 2L cos alpha, la surface projetée, multipliée par grand L. Donc la surface vue du dessus, si vous faites une photo à partir d'un satellite vue du dessus de votre toit de maison, bah cette surface-là, c'est exactement celle qui apparaît. Donc c'est du moins P0, S projeté, selon EZ. Et c'est ça qu'on veut faire apparaître. La généralisation que vous pouvez retenir, que j'ai pas démontré in extenso, mais on pourrait s'amuser à faire si c'était vraiment nécessaire. Si la pression est uniforme, sur une surface, c'est-à-dire que j'ai vraiment la même valeur de P partout, alors la norme de la résultante des forces de pression sur cette surface dans une direction donnée, et ça, quelle que soit la direction que vous choisissez, dans une direction donnée, est égale à la pression, la même pression qui est uniforme, là, multipliée, que multiplie la surface projetée perpendiculairement à cette direction.
Vous voyez, la direction qui m'intéresse, c'est celle qui va vers le sol, et donc je prends la surface qui est projetée perpendiculairement à la direction correspondante. Et ça, les applications qu'on peut en faire, c'est si vous avez un objet, par exemple, au hasard, un tube dans lequel vous avez mis une bille qui est sphérique, avec une pression P1 au-dessus, une pression P2 en dessous, ce qui va m'intéresser, ça n'est pas l'aire de la bille en entier, la demi-bille a une aire de 2 πr², puisque la sphère en entier a une aire de 4 πr². Mais ce qui va m'intéresser, vous avez la force F1 va être égale à P1 que multiplie πr² selon moins EZ, avec EZ dans cette direction-là, et R qui est le rayon ici du tube. Et c'est valable pour tout type de choses. Si vous posez un truc hémisphérique dessus, c'est la projection qui est importante. S'il est à forme triangulaire, c'est le triangle, la surface du triangle qui sera importante. Et comme ça, vous pouvez remonter à n'importe quelle information. À partir du moment où c'est uniforme, ce qui va se passer, c'est que quand vous regardez toutes les petites forces, la partie qui pousse à droite et la partie qui pousse à gauche se compensent, et la seule qui va rester ici, c'est celle qui va effectivement être vers le sol. Et ce qui importe, c'est pas la surface effective qui est là, parce que vous utilisez une partie de cette surface pour pousser de côté, et ces forces se compensent les unes avec les autres. Ce qui va être important, c'est la surface vue du dessus au niveau de l'endroit qui vous intéresse. Et donc imaginez-vous à chaque fois quelle est la surface que vous êtes en train de regarder pour pouvoir en déduire la force pressante. Alors généralement dans les exercices de thermo, on prenait un piston, il est bien droit, c'est la pression fois la surface, on se posait pas de questions. Mais là typiquement, quand vous mettez une bille dans un tube et que vous voulez regarder le déplacement de la bille du fait des forces de pression qui sont au-dessus et en dessous, bien c'est pas totalement évident que ce soit la surface de la section qui sont importantes plutôt que la surface de la bille elle-même. Et puis vous pouvez avoir un truc qui a une forme plus déchiquetée que ça encore, et pour autant la seule chose qui aura une importance, ça va être la surface projetée, c'est-à-dire la surface selon laquelle vous allez voir votre système au travers du prisme de la direction dans laquelle vous voulez regarder cette force. Allez, un petit dernier pour la route. On va essayer de prendre une géométrie un petit peu plus spéciale et puis voir comment on peut appliquer ce qu'on vient de voir à ce système. Donc, l'idée est la suivante. Vous prenez un système avec une géométrie conique, en fait, et vous voulez déterminer la résultante des forces de pression qui s'exercent par le fluide qui est à l'intérieur ici sur ce cône, juste sur la partie conique. L'application, c'est par exemple les bouteilles de champagne. Vous avez généralement une ouverture en bas qui a à peu près une forme conique et vous voulez savoir si les contraintes ne vont pas faire exploser votre bouteille à cet endroit-là, par exemple. Donc on prend une hauteur grand H de fluide et votre cône est défini par une hauteur petit h, un rayon à la base grand R et puis un angle au sommet alpha tel que alpha ou plutôt tangente alpha. Tangente alpha, c'est opposé sur adjacent, et vous voyez que ça vous donne grand R sur petit h. Donc on a une expression qui nous détermine alpha en fonction de grand R et h. Et j'aimerais calculer la résultante des forces de pression qui s'exercent là-dessus. On va utiliser, pour se simplifier la vie, l'expression qu'on avait vue tout à l'heure, qui est de dire que si on fait une vue du dessus, ce qui va se passer, c'est que je vais voir ce cône normalement comme un cercle. Un cercle avec son centre ici qui est à la verticale de ce point haut, et puis ensuite le cône qui s'étend comme ça au niveau de votre système, avec un rayon qui ici c'est grand R quand j'ai descendu de cette hauteur petit h. Bon, comment utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure? On a dit si la pression est uniforme, alors je peux utiliser la surface projetée. Sauf
que là, la pression, elle n'est pas uniforme. Elle n'est pas uniforme si elle n'est pas uniforme à l'intérieur de l'eau, puisque vous allez quand même avoir votre P2Z qui va s'écrire P0 plus ρg H moins Z, la même expression que tout à l'heure, en mettant Z égale 0 ici, et puis le grand H au niveau de la surface, et vous avez la pression atmosphérique au-dessus, la pression à l'intérieur de la bouteille. Et donc on a cette expression-là, donc la pression n'est pas uniforme, mais à Z donné, elle est gentiment uniforme. Or, si vous prenez un cercle comme ça, autour, d'épaisseur projetée dr, à ce moment-là, votre surface va être uniquement, enfin le petit truc qui va être ici, donc si je le représente comme ça, ce serait un petit truc comme ça qui est de taille dl tel que dl projeté, donc ça va être du dl sinus alpha soit égal à notre dr. Donc ce système-là, là-dessus, la pression sera bien uniforme. C'est comme si je considérais juste un petit anneau, une petite bandelette autour, et je peux calculer, je peux utiliser le théorème qu'on a énoncé juste avant. Et en faisant ça, je vais avoir un élément de force selon EZ. On se doute bien qu'il n'y aura que la composante selon EZ, parce que si on regarde la force à gauche ici et la force sur le point diamétralement opposé de l'autre côté, les deux composantes horizontales vont gentiment se simplifier, parce que j'ai la même pression, le même angle, et donc je vais avoir la même intensité de la force selon l'horizontale, qui simplement elles vont être opposées, alors que ça se somme selon la verticale. Et donc la somme verticale va être donnée par le P de Z multiplié par l'aire de cette bandelette vue du dessus. Et l'aire de cette bandelette, c'est quoi? C'est le périmètre multiplié par l'épaisseur dr. Donc je vais avoir du 2πr dr. Reste à savoir comment R varie en fonction de Z. Parce que je vais avoir un lien, plus je monte, plus R diminue, je me rapproche du centre, et donc il me faudrait une expression explicite qui permette de faire le lien. C'est relativement facile, donc, je vais me permettre de refaire un petit dessin comme ça. Vous avez un triangle qui vaut grand R ici, dont le Z c'est cette hauteur-là, R est là, et vous avez là le alpha, et vous avez un truc qui est constant, c'est que tangente alpha, c'est donc ce qu'on avait dit là, grand R sur H, mais c'est aussi petit r sur la hauteur qui est ici, et ça c'est H moins Z, sur H moins Z. Et donc, j'ai un lien qui me dit que petit r, il s'écrit grand R sur H, facteur de H moins Z. Donc je sais comment s'exprime ce petit r, à mesure que Z augmente et va vers petit h tend vers 0, effectivement. Et si je regarde l'élément différentiel associé, le dr associé, vous voyez que ça va me donner du moins r sur h fois dz. Est-ce que j'ai une relation et je peux calculer dr sur dz et voir que ça me donne moins r sur h, ce qui me permettra de remplacer là-dedans. Alors attention, j'ai oublié un truc, parce que là je suis en train de me dire, attention, je ne regarde pas au niveau des signes. Oui, d'accord, je ne m'intéresse pas aux signes, je sais que ça va être vers le bas. Donc je pourrais me trimballer le moins partout, je vais mettre une valeur absolue. Ce qui veut dire que quand je vais faire cette transformation-là, il va falloir quand même faire un tout petit peu attention. Alors, moi ce que je veux, c'est la force totale. La force totale scalaire EZ. Et je veux sa norme, c'est-à-dire la valeur absolue de ce produit scalaire. Et pour faire ça, il suffit de sommer sur toutes les petites bandelettes. Il faut bien que je le fasse dans le bon sens. Quand vous faites des calculs de pression, prenez toujours vos intégrales en allant dans le bon sens, raisonnez comme si votre dr est positif et ensuite vous allez dans le bon sens. Et le bon sens, c'est aller de 0 juste à grand R de ce P de Z fois 2πr dr. Alors vous me diriez,
Plutôt que de remplacer petit r, j'aurais pu remplacer z. Effectivement, j'aurais pu isoler z en fonction de r, le remplacer là-dedans, et puis j'ai plus qu'une intégrale sur r. Mais essayons de voir qu'est-ce qui se passe si j'ai quand même envie de faire ça, parce que c'est quand même un tout petit peu plus simple que de remplacer le z là-dedans. Soit. Donc, si j'écris cette intégrale, j'ai p de z, j'ai 2pi fois le r. R, on a dit que c'est grand R sur h, facteur de petit h moins z. Et j'ai mon dr qui s'écrit moins grand R sur h fois dz. Tiens, il y a un moins qui va se passer. Sauf que oui, ce moins, il est normal, parce que quand r est égal à 0, z, il vaut petit h, et je vais de petit h à 0. Et donc, c'est cohérent, mon intégrale va à l'envers, mais avec le moins, j'aurai quand même un truc qui est positif. Donc, j'ai bien plus l'intégrale de z égale 0 à petit h, de mon expression en P0 plus ρ g h moins z, facteur de 2pi, alors j'ai du grand R sur petit h au carré, ça c'est la contribution de mon angle alpha, j'ai du h moins z, et j'ai du dz. C'est que des choses qui sont positives, puisque z, il est plus petit que petit h, il est plus petit que grand h, je somme que des positifs, et j'obtiens bien un truc qui va être positif à la fin. Et je sais, moi, que f tot, il est vers le bas, donc la projection selon le z va être négative, donc il suffit de rajouter a posteriori ce signe moins. Alors je ne vais pas m'amuser à calculer l'intégrale, hein. De nouveau, le jeu pour le physicien, c'est de trouver l'intégrale. Le jeu pour le mathématicien va être de calculer l'intégrale. Moi, je me contente de trouver l'intégrale. Vous pouvez vous amuser à la calculer si vous voulez. Ça vous fera un bon exercice d'intégration pour réviser un petit peu les maths. Moi, tout à l'heure, dès que j'aurai énoncé le théorème d'Archimède, je vais le calculer, ce terme-là, sans faire aucun calcul d'intégrale. Et donc, j'aurai l'information sur qu'est-ce que vaut cette intégrale-là, sans avoir eu besoin de faire ce calcul et sans m'être compliqué la vie. Donc, vous allez voir que ça sera beaucoup, beaucoup plus sympathique. Alors, avant d'en arriver là, il faut que je parle de la poussée d'Archimède. Celle-là, je vous l'ai introduite dans le cours de mécanique, en vous disant, bon, là, je ne fais qu'énoncer ce qu'on vous a déjà dit depuis quelque temps sur l'expression. La poussée d'Archimède correspond à l'opposé du poids de la masse de fluide déplacée. Ok. Là, on va le prouver. On va prouver le théorème d'Archimède et la démonstration est très très jolie, elle est très élégante parce que je vais faire aucun calcul. Je n'ai besoin, pour prouver le théorème d'Archimède, d'absolument aucun calcul. Alors, on va du coup l'énoncer et le prouver. Théorème d'Archimède. Alors, ce théorème, il nous dit quoi? Théorème d'Archimède, vous connaissez, la poussée, c'est l'opposé, c'est moins ρ du fluide fois le volume du corps fois g. D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? Ben, supposons qu'il y ait un corps quelconque, entièrement, et ça par contre je vais le souligner en rouge parce que c'est une des hypothèses fondamentales du théorème d'Archimède, il faut que vous soyez entièrement plongé dans un fluide donné. Ce corps peut avoir n'importe quelle forme. Donc vous prenez votre théorème, votre objet, et puis vous l'avez mis dans un fluide donné. Ce fluide a une masse volumique quand même, on va supposer que que le corps en question est suffisamment petit pour que la masse volumique soit homogène, histoire de simplifier un tout petit peu la vie, soit répartie de manière uniforme. Mais même, on peut généraliser. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Supposons qu'il y a un corps entièrement plongé dans un fluide. Ce que je veux démontrer, c'est que la force, la résultante des forces de pression qui s'exercent sur ce corps, alors, la résultante des forces de pression, il y en a partout, hein, des forces de pression, que le fluide exerce sur le corps, s'écrit, c'est la fameuse poussée d'Archimède, pi A, comme ça va être l'opposé de la masse volumique du fluide fois le volume du corps fois le vecteur G. Donc ça, c'est l'expression du théorème d'Archimède. Démonstration. Alors, cette démonstration fait appel à votre imagination. Il faut avoir une imagination. Supposons que l'on remplisse tout le corps, qu'on arrive à remplir tout l'espace qui est ici, donc le corps, avec le même fluide que celui dans lequel il est plongé. En d'autres termes, vous imaginez un corps fantôme qui a exactement la même forme, mais qui est complètement rempli du même fluide. Et si vous prenez le même fluide, vous avez quoi? Vous avez un fluide, la même chose à l'extérieur. Forcément, le fluide qui est là, il est en équilibre avec le fluide extérieur. Hein? Celui-ci se retrouve en équilibre avec le fluide extérieur. Or, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce fluide-là? Or, s'exerce sur le fluide, s'exerce sur ce fluide interne, deux forces. Son poids et la résultante, la fameuse résultante des forces de pression. À sa frontière. C'est-à-dire que le corps, là, ne nous sert que pour délimiter une frontière, il délimite un intérieur d'un volume, il délimite un intérieur, un extérieur, et on s'intéresse aux forces de pression que le fluide extérieur exerce sur le fluide intérieur. Et puis, il va y avoir des tas de petites forces dans tous les sens, et qui vont avoir à chaque fois être perpendiculaires à votre surface qui délimite votre corps. Donc vous avez vraiment des tas de toutes petites forces, et la somme de toutes ces forces, c'est ce qu'on appelle la résultante des forces de pression, ça va être la poussée d'Archimède, et elle va toujours s'écrire comme ça. Là on a tout, on a un équilibre, parce que c'est le même fluide, quand vous mettez un fluide qui est là, et étant donné que le reste il est statique, lui il va être statique aussi, il ne va pas bouger. On a un équilibre, et on a deux forces. Si j'écris la RFD sur ce fluide, vous avez quoi? Vous avez m fois l'accélération, c'est-à-dire 0, est égal au poids, c'est-à-dire la masse de fluide fois g, plus la fameuse résultante des forces de pression que je vais appeler la fameuse poussée d'Archimède. Donc on se rend compte que la poussée d'Archimède, c'est l'opposé de la masse de fluide à l'intérieur de ce corps, fois G, et cette masse de fluide, c'est le ρ du fluide,
que multiplie le volume du corps, puisque j'ai rempli tout le corps par ce fluide, fois G. Alors on a tendance à dire, Archimède, c'est la masse de fluide déplacée. Alors déplacé parce que quand vous mettez un corps à l'intérieur, il occupe un certain volume et du coup va déplacer ce même volume de fluide, il va devoir pousser ce fluide-là et il suffit de savoir quel est le fluide qu'il a effectivement déplacé. Maintenant, si vous imaginez le corps qui est directement dans le fluide, il n'a rien déplacé du tout, il est là, c'est tout. Et donc c'est en fait la masse du fluide qui serait équivalent au corps, qui occupe le même volume que le corps. Exactement dans la même disposition et du coup voilà, vous avez votre démonstration de la poussée d'Archimède. Je ne me suis pas amusé, j'aurais pu écrire que c'est la double intégrale sur toute la surface fermée du corps. Remarque, la poussée d'Archimède, vous pouvez l'écrire comme la double intégrale sur toute la surface fermée du corps de la pression scalaire ds avec la pression à chaque endroit. C'est extrêmement pénible comme manière de l'écrire, puisque l'expression en question va être très lourde à manipuler, mais le résultat, c'est que ça vous donnera toujours ça. Alors, il faut que le corps soit entièrement plongé dans un fluide et que ce fluide soit en équilibre hydrostatique, quand même. Donc, quand vous utilisez ça, quand on utilise la poussée d'Archimède pour essayer de déterminer le mouvement, par exemple, d'une petite balle de ping-pong que vous auriez mis au fond d'une piscine, on est un peu borderline en tant qu'application du théorème d'Archimède parce que le fluide qui est aux alentours, justement, comme vous faites de la dynamique des fluides, il est en train de bouger et donc on va pas être exactement dans un fluide en équilibre hydrostatique, mais en première approximation, ça nous permettra quand même d'avoir. Mais si vous êtes vraiment à l'équilibre, alors vous pouvez l'utiliser, mais il faut quand même que vous soyez entièrement plongé pour que vous ayez absolument tout le volume du corps qui correspond. Alors, je vais en profiter pour revenir sur ce problème-là et vous calculer cette intégrale en 2 temps 3 mouvements et en très peu d'efforts. Je reviens sur mon cône. Donc j'ai un cône ici qui est entièrement plongé dans un liquide. Chouette. Alors non, il n'est pas entièrement plongé. Il n'est pas entièrement plongé puisque normalement, je n'ai pas cette zone-là. Donc je vais imaginer, vous avez votre liquide qui est ici, partout. Je vais imaginer que je mets une fine couche de ce liquide en dessous. Et donc en fait, mon cône, c'est devenu un cône avec une base qui est dans lequel le liquide ne peut pas se mettre. Et je rajoute juste du liquide en dessous, je le décolle un tout petit peu du sol. Ça n'a plus rien à voir avec notre bouteille de champagne, parce que vous ne pouvez pas le décoller comme ça. Mais en imaginant cette situation-là, on pourrait prendre un vrai cône, les forces de pression, la géométrie est exactement la même. Donc on prend un vrai cône, genre les cônes que vous pouvez avoir dans les trucs pour bébé, des petits machins que vous pouvez faire pour faire des petits châteaux. Donc ce cône-là, et puis vous mettez un tout petit peu de liquide en dessous. Maintenant, le cône, il est entièrement plongé. Entièrement dans le liquide. Donc, la résultante des forces de pression, c'est la poussée d'Archimède. Et ça va simplement être égal à moins le ρ de l'eau, ρ du liquide, multiplié par le volume du cône. Alors le volume du cône, c'est 1/3 du volume du cylindre sur lequel il s'appuie, donc on pourrait l'avoir multiplié par G. Et cette poussée d'Archimède, c'est la somme de 2 choses. C'est la pression de tout ce qui est exercé au-dessus. Vous avez toute l'eau qui est au-dessus qui est en train d'appuyer sur votre cône, c'est-à-dire le F tot de tout à l'heure. C'est le F tot que je voulais calculer, plus
la pression qui correspond à l'eau que j'ai mis en dessous. Et celle-là, elle va être vers le haut. La pression est uniforme, elle vaut, la pression tout en bas, c'est P0 plus ρGH. Donc, la pression est uniforme, P0 plus ρGH, et elle est exercée sur une surface pi r carré. Avec R, je vous rappelle, c'était le rayon ici du cône. Donc, ma force totale, et puis il est selon EZ, ma force totale que je calculais, que j'avais jusqu'à présent, c'est la somme de ces deux-là. Donc ça va s'écrire, alors G, il va être selon moins GEZ. Donc ça va être le rho de l'eau fois le volume du cône, c'est-à-dire 1/3 de R, donc de pi r carré, c'est la base fois hauteur, fois donc la hauteur, H, fois G, et je dois soustraire P0 plus rho de l'eau G H pi r carré, et tout ça, il est suivant EZ. Et vous doutez bien que ce terme-là doit être plus important que celui-ci, étant donné que je me retrouve avec un truc qui est censé être vers le bas, donc avec une projection globale qui doit être négative. Et là, j'ai calculé la grosse intégrale. La grosse intégrale de tout à l'heure, celle qui était là, elle doit être égale à ce qui est là en valeur absolue. Et voilà. Donc comment calculer rapidement une intégrale, simplement en réfléchissant un petit peu à ce qui se passe. Donc ça c'était pour revenir à notre cas, donc c'est petit b en fait, c'était retour sur la surface conique. Donc ça me permettait d'obtenir ma petite surface conique. Alors bien entendu, la poussée d'Archimède, la plupart du temps, votre truc il n'est pas entièrement plongé dans le fluide. Donc c'est embêtant alors que je vous ai dit que c'était une des hypothèses fondamentales pour la poussée d'Archimède, c'est qu'on soit entièrement plongé. La plupart du temps, quand vous avez une balle qui flotte à la surface de l'eau, il y a une partie dans l'eau, une partie dans l'air. Et la balle n'est pas entièrement dans aucun des deux fluides. Donc on va traiter rapidement le cas d'un objet à l'interface entre deux fluides et voir qu'en fait ça se traite assez facilement entre deux fluides. Hop. Donc si je prends un objet ici, donc n'importe quoi, comme ça, que j'ai un fluide inférieur qui va être là-dedans, j'ai un autre fluide, ça peut être l'air, ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quoi qui est au-dessus, et j'aimerais savoir la résultante des forces de pression entre ces deux fluides-là. Vous voyez que c'est compliqué parce qu'il y a une certaine loi de variation de la pression ici, il y a une autre loi de la variation de la pression en dessous. Là, vous voyez que si je coupe mon fluide en deux et que je fais la même démonstration en remplissant la partie basse par le liquide du bas et la partie haute par le liquide du haut, je me rends compte que la poussée d'Archimède va simplement être, avec le même raisonnement, va certainement simplement être donnée, parce que si j'ai un ρ1 ici, un ρ2 ici, un volume 1 qui est en dessous, un volume 2 qui est au-dessus, par du moins ρ1 V1 G moins ρ2 V2 G. Donc j'ai une expression de ma poussée d'Archimède, et quand vous prenez une balle qui flotte sur une piscine, la poussée d'Archimède de l'eau va être, la masse volumique de l'eau est 1000 fois plus élevée que la masse volumique de l'air. En gros, il y a juste le terme de l'eau qui va intervenir, et vous pouvez calculer comme ça quel est l'enfoncement de votre objet à l'intérieur en disant je prends juste la partie de l'objet qui est en dessous de l'eau
et je multiplie par ce volume-là par la masse volumique de l'eau et puis par G pour avoir la force qui me permet de monter au-dessus. Bon, dernière petite chose, c'est les problèmes d'équilibre. Problème d'équilibrage de bateau. Pour éviter que vous ayez un bateau qui se renverse, qui dessale. Donc, quelque chose, si vous prenez le Titanic. Titanic vu de face. Alors là, il faut toujours que je précise la manière dont je vais prendre, dont je fais mon dessin. Donc le Titanic va avoir une forme comme ça, c'est votre paquebot. Et puis vous avez hop, les petites fumées qui sont au-dessus. Et le Titanic, hop, il vogue sur l'eau. Et il vous arrive dessus, il se prend un iceberg, il coule. Bon, avant de couler, normalement il flotte. Et pour flotter, il a besoin que, en fait, il y ait suffisamment de choses à fond de cale. Ce qui va être important, c'est le volume qui va être au-dessus. La question, c'est où s'applique la poussée d'Archimède. Alors, le point d'application de n'importe quelle force qui se répartit sur un volume, comme le poids, ça va être, et ce qui va être important, c'est calculer le moment des forces qui vont vous permettre de basculer. Et ce point d'application, c'est justement l'endroit où le moment de toutes ces forces-là va être nul. Ce qu'on appelle le centre de gravité. Mais le centre de gravité de l'eau qui a été déplacée, puisque dans mon raisonnement, ce qui m'intéresse, c'est la masse, c'est le poids du fluide, et donc le centre de gravité du fluide correspondant. Et donc votre poussée d'Archimède va avoir tendance à s'exercer au niveau de ce centre de gravité, là. Donc là, vous avez la poussée d'Archimède. Le poids de votre bateau, lui, il va s'exercer au niveau du centre de gravité de l'ensemble des masses que vous avez mis sur votre bateau. Le bateau, c'est quand même principalement de l'air avec des parois métalliques. Et ce qui va être important, c'est si vous mettez des masses à fond de cale, vous allez pouvoir avoir votre centre de gravité qui va être relativement bas comme ça, et donc vous avez le poids du bateau qui va être vers le bas. Bon, alors pourquoi est-ce que on s'amuse? Pourquoi les gens qui transportent des choses en bateau mettent plutôt l'ensemble des choses à fond de cale plutôt que de dire je vais les mettre le plus haut possible, je vais les mettre là-haut, là, sur les ponts supérieurs, et puis on va voir ce que ça donne. Quand vous êtes à fond de cale, vous avez votre centre de gravité de l'ensemble du bateau qui est plus bas que le centre de gravité de l'eau qui a été déplacée. Et donc, si jamais vous avez un mouvement de gîte de votre Titanic, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le centre de gravité de votre bateau qui est par ici, le centre de gravité de l'eau qui est déplacé qui est par là, et vous voyez que le moment résultant de ces deux trucs-là vont avoir tendance à faire tourner le bateau pour le ramener dans le bon sens. Ça marche bien. Mais si jamais vous êtes dans la situation où vous mettez tout, vous dites, hop, je vais économiser du temps, ça sert à rien de descendre tous les cartons en bas, je vais les mettre au-dessus. Bon, ça change rien pour la quantité que la poussée d'Archimède doit compenser pour réussir à vous maintenir à flot. C'est exactement pareil, si vous chargez le bateau pareil, il va s'enfoncer de la même quantité, ça ne change absolument rien. Donc lui, il est au même endroit, votre poussée d'Archimède va être vers le haut. En revanche, votre poids, qui est pourtant à la même intensité, lui, son centre de gravité va être plus élevé. Ce qui fait que quand vous allez basculer là, comme ça, voilà, quand vous allez basculer, la poussée d'Archimède va vous pousser là, le poids, lui, il va être par ici, et là, vous êtes en train d'appuyer, et donc le moment résultant de ces deux forces
le couple correspondant à la somme de ces deux forces, puisque finalement les deux forces sont de somme nulle, donc ça correspond bien à un couple, va vous faire basculer dans le mauvais sens. Vous avez votre bateau qui se renverse, et c'est ce que vous allez observer si vous mettez sur un catamaran et puis il y a quelqu'un qui s'amuse à monter le long du mât, vous arriverez à dessaler beaucoup plus facilement que si vous vous mettez bien au fond de votre bateau pour essayer d'abaisser au maximum le centre de gravité du bateau.